Bonjour à toutes et à tous. Comme promis donc, voici, je vous mets en ligne la vidéo de présentation de la conférence que j'ai faite à Montpellier le 27 juin dernier. Je tiens à noter ici que cette conférence donc n'aurait pas eu lieu sans la contribution de l'association Mosaïque Madagascar, dont le président donc m'a payé, financé personnellement mes déplacements à Montpellier. Ensuite, je remercie ici personnellement l'association Le Passe Muraille qui m'a donc invité personnellement pour faire cette conférence, qui a assuré toute l'organisation ainsi que l'invitation des personnes qui sont venues assister. Et je remercie également l'association Voirabé pour Madagascar qui m'a toujours soutenu et accompagné dans mes démarches. C'était donc une journée conférence et débat sur le thème l'économie sociale et solidaire au service des investissements miniers à Madagascar et qui se ferait donc en 2 étapes. Je tiens donc également aussi à remercier ici les nombreux artistes malgaches qui rejoignent petit à petit le mouvement, dont notamment nous avons ici donc le groupe Made in Gascar qui offre pour nos activités donc des CD et des VCD qui sont donc disponibles auprès de l'association Mosaïque. Comme on le montre ici, c'est que donc l'argent récolté servira à financer les activités de l'association Mosaïque. Ensuite, je remercie personnellement Zouk Mbassalal, le fondateur du mythique trio malgache Salal, qui, après avoir entendu donc mes présentations donc de Montpellier, a accepté et s'est engagé à organiser une nouvelle table ronde conviviale à Nantes, prévue pour ce 10 juillet de 18h à 22h. Les détails donc de cette organisation sont disponibles donc au téléphone et à l'email qui sont affichés juste ci-dessous. Je note qu'il est aussi actuellement disponible le livret sur le potentiel minier de Madagascar. Le livret accompagné d'un VCD. Dans le VCD figure la version couleur du livret, plus une vidéo, donc du premier vidéo que j'ai fait sur le potentiel minier de Madagascar. À gauche, vous avez le sommaire du livret, dans lequel vous voyez que c'est divisé en 3 grandes parties. La première partie, c'est donc les relations entre la géologie et le potentiel minier de Madagascar. En un mot, du pourquoi Madagascar est potentiel en mine. La deuxième partie, c'est les gisements stratégiques répertoriés. Et je note ici qu'il n'y a pas que donc des valeurs quantitatives et ou qualitatives, mais aussi j'y ai figuré des valeurs donc financières de ces différents gisements. Enfin, la troisième partie qui fait l'objet de cette tournée, donc ce tournée de communication actuelle, c'est que on peut mettre en place donc l'économie sociale et solidaire dans un cadre justement d'entreprise minière à Madagascar. Mais avant que nous développions ce sujet, je tiens quand même à vous présenter ce diapo que j'ai donc extrait toujours de ce livret où je précise bien qu'il en reste encore suffisamment de ressources à exploiter. Je le précise parce que beaucoup m'ont posé la question, n'as-tu pas peur, Brice, que, avec ce qui se passe actuellement, il n'en reste plus rien? Voici donc un diapo qui va vous expliquer, dans lequel je vais vous expliquer le pourquoi il en reste suffisamment. Voyez sur la figure de gauche une coupe donc de la Terre et à droite vous avez Madagascar. La croûte continentale est ce qui est représenté en couleur orange sur la figure de gauche. Actuellement, tout ce que nous voyons en surface de Madagascar, en fait, ce sont des roches qui étaient enfouies vers les 30 km au moins de profondeur. Et il faut savoir que l'épaisseur de la croûte continentale donc peut aller jusqu'à 70 km. Et donc, ce qui veut dire, dans les couches profondes, comme le cas de certains endroits de Madagascar, donc on peut dire qu'à Madagascar, il en resterait encore un peu plus de 30 km d'épaisseur. Je dis bien 30 km et j'ai mis à côté, là en profil, l'image du mont Anjing, le pic Bobi, que certains d'entre nous connaissent certainement. Et donc, imaginez que ce pic fait à peu près 2,6 km, soit 3 km. Pour 30 km, donc il faudrait encore 10 fois la hauteur de Pic Bobi pour pouvoir tout prendre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il en reste encore assez
donc de ressources à exploiter à Madagascar. Et certainement, vous allez me dire que ça, c'est de la pure théorie, Brice. Non, je vous le dis non, parce que ne serait-ce que je prends l'exemple de la thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2009. Dans le cadre de cette thèse, j'ai par exemple démontré que dans le sud de Madagascar, il existe des endroits qu'on appelle donc des zones de cisaillement, c'est-à-dire des zones où se serait concentrée la déformation. Comme on le voit sur la figure, sur ces zones, donc les roches sont aplaties, verticales, et ceci est dû par le fait que donc à 30 km de profondeur, comme on le voit donc la coupe sur la gauche, les roches n'étaient pas dures, mais étaient à l'état ductile, comme du chewing-gum. Donc, les roches étaient compressées, et donc les zones où se concentrait la déformation lors donc, du mouvement du Gondwana. Et donc, c'est dans ces endroits-là ce qu'on appelle les zones de cisaillement. Ces zones sont importantes pour la recherche minière, pour la simple et unique raison, c'est dans ces zones que circulent les magmas, donc les porteurs de minéralisation. Donc, c'est des zones qui sont ultra importantes pour la prospection minière. De plus, il faut savoir que ces zones de cisaillement, plus on va vers profondeur, ils s'agrandissent en surface. Ce qui veut dire, c'est ce que je vous ai dit donc tout à l'heure, c'est qu'il y en a assez, et plus on va en profondeur, donc, plus les chances pour trouver les gisements sont importantes. Et la plus grande politesse avant de parler, c'est de se présenter. Ainsi, permettez-moi, chers amis, de vous présenter ici, en très court, mon cursus. En 2000, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en géologie de spécialité géologie cartographique à Madagascar, de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo. De 2000 en 2003, j'ai été donc responsable de communication et de la cellule de cartographie du Bureau du cadastre minier de Madagascar, qui est un projet Banque mondiale. J'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, de 2000, toujours en 2000 en 2003, j'ai été enseignant vacataire en SIG, Système d'information géographique, à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, toujours filière géologie. J'ai enseigné pour les 3e, 4e et 5e années. Après, de 2003 en 2009, j'ai donc obtenu une bourse de 3e cycle pour étudier en France. Et donc, j'ai fait mon DEA et ma thèse donc, sur la géologie de Madagascar, soutenue auprès de l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Et c'était dans le cadre de financement de ministère des Affaires étrangères français et la Banque mondiale. J'y reviendrai aussi un petit peu après. Après, de 2008 en 2010, j'ai été attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc ATER, pendant 2 ans. Dans un premier temps à l'Université de Savoie, ensuite à l'Université de Paris 8. Et c'est à la suite de cela que j'ai obtenu ma qualification au concours de maître de conférence, donc en France, en juin 2010. De janvier 2011 à mars 2011, j'ai fait des stages donc, de création d'entreprise avec le centre de formation donc Michel Dupraz qui est sur Grenoble et qui était financé par la région Rhône-Alpes. C'était déjà dans le cadre de la réalisation de montage de ce projet. Ensuite, pareillement, depuis avril 2011, donc, je suis en auto-entrepreneur consultant, mais en même temps, donc, je monte le projet, j'essaie de le mettre en place. Et en janvier dernier, j'ai obtenu un autre stage qui s'appelle Cap Projet Professionnel, toujours financé par la région Rhône-Alpes avec Escale, et c'est toujours dans le cadre de la réalisation de ce projet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens donc sur mon passage au bureau du cadastre minier de Madagascar. Il faut savoir, chers amis, que le code minier actuel, donc en vigueur à Madagascar, a été voté à l'Assemblée nationale malgache en 1999. Parmi ces décrets d'application était donc la mise en place du bureau du cadastre minier de Madagascar, qui a pour objet la gestion et l'attribution des titres miniers donc à tous ceux qui sont intéressés. Et souvenez-vous, je vous ai dit que j'ai eu mon ingénierat en 2000, et donc de décembre 2000 en septembre 2003, comme on voit sur la figure donc ci-dessous, j'ai été responsable donc de programme de communication au niveau du bureau du cadastre minier de Madagascar. Dans ce cadre-là, j'ai présenté un projet qui était le couplage des données géologiques avec la situation cadastrale.
Et voyez, comparativement donc à la courbe, à la figure publiée par la Banque mondiale, j'ai superposé dessus, donc en rouge, la période de mon passage au BCMM. Et en toute humilité, voyez le résultat, la courbe est quand même assez exponentielle. Ceci pour vous dire que j'ai contribué en partie donc au développement du bureau du cadastre minier de Madagascar. Et je tiens également donc à vous présenter que en 2009, quand j'ai fini ma thèse de doctorat, nous avons publié en livre le manuscrit, donc avec un code ISSN-ISBN, et qu'il faut savoir que dans ce manuscrit, il y a un chapitre entier qui traite la potentialité en kimberlite du sud de Madagascar. Je note, la kimberlite, c'est la roche porteuse de diamants. Et que, suite à cela aussi, j'ai donc publié déjà sur YouTube et disponible en VCD le potentiel en diamant, en kimberlite de Madagascar, mais en version malgache, qui actuellement déjà est diffusé partout dans tout Madagascar depuis plus de 2 ans. Alors donc venons-en maintenant au vif du sujet, le pourquoi de tout ce projet. Alors tout a commencé en novembre 2006, où je dis le malgache souffre de faim devant un grenier bien rempli. Pourquoi? Je vous explique. À ce moment-là, on était donc en mission dans le sud de Madagascar, avec un groupe de collègues. Nous avons eu donc comme habitude, chaque fois qu'on est en plein brousse, donc en plein bled de Madagascar, d'être logé chez les religieux et les religieuses. Et là, on a eu la chance donc, il y avait une religieuse infirmière qui nous a accueillis à l'entrée du village, comme habituel, puisqu'on y passait donc chaque année chez eux, depuis 2003. Donc la religieuse, nous ayant vu, nous a dit oui Brice, bonjour, ok, c'est bon, je prépare le truc pour vous, donc comme d'habitude, sauf que là j'ai un petit souci, je peux pas le faire tout de suite. C'était donc un samedi soir vers 18 h. Je peux pas le faire tout de suite, elle a dit, parce que j'ai un petit problème. La fille de l'instituteur est mourante. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a que 12 ans, mais en fait elle a la fièvre jaune. Donc j'ai dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Elle a dit, j'ai un gros problème, parce qu'en fait, son petit frère avait déjà eu aussi le même problème, la même maladie, mais j'ai réussi à la soigner avec les antibiotiques qui me restaient. Mais là, on a un gros souci, c'est que la pharmacie donc, du village était fermée depuis jeudi dernier, se ravitailler, le propriétaire est allé se ravitailler donc à la capitale, et que donc, elle aussi, elle n'avait plus en stock d'antibiotiques. On a fouillé tous nos sacs, on a cherché, mais malheureusement, on n'en avait pas, donc on était tous là. Et j'ai demandé à l'infirmière religieuse, donc, qu'en est-il vers minuit? Elle a dit, il n'y a plus rien à faire, on n'attend plus que la fin. Vers 5 h du matin, la fille est décédée. Ce qui est très malheureux dans l'histoire, c'est que ceci. Le matin, comme habituel, donc la coutume à Madagascar, donc on vient présenter les condoléances. Nous, on était là, donc les vaillis du village. Donc j'ai dit à mes collègues, venez, on va aussi présenter nos condoléances parce que c'est quand même chez eux qu'on va parler. On est là pour essayer de prendre l'information sur le potentiel donc en rubis, saphir, tout ce qui est corindon du quartier, de la région. Donc en entrant dans la chambre où était déposé donc le corps de la fille, pour présenter les condoléances, la famille était à côté. Et derrière, juste derrière, donc le lit où était posé donc, le corps de la fille, il y avait un petit meuble comme habituel. Donc à Madagascar, chez les instituteurs, vous y verrez. Donc c'est un meuble en bois avec un verre et derrière vous avez des petits verres pour servir les invités qui viennent à la maison. Donc eux, ils étaient même donc allés jusqu'à nous servir encore à boire alors qu'ils étaient en deuil. Ça nous a déjà bien touchés. Mais c'est pas fini. C'est parce que entre temps, pendant que moi je présentais donc le discours de condoléances et tout, mon collègue à côté commençait à me dire, Brice, regarde dans l'armoire, dans le petit meuble derrière. Et vous savez ce qu'on a vu derrière? C'était en fait un verre avec à l'intérieur, il y avait un très beau saphir bleu de la taille de ce bout de doigt. Vous qui connaissez la valeur des pierres, et je vous dis, c'était du top. Bien clair, bien translucide. Pour quelqu'un qui connaît la valeur, ça valait au moins dans les 1000 € la pierre.
Mais, je vous le dis, le père de famille, toute la famille qui était là, personne ne savait cela. Ils avaient cette pierre qui était là, tranquillement entreposée là, alors que ils avaient une manque d'antibiotiques. Vous imaginez ça? Une pierre à côté, une pierre qui vaut plus de 1000 euros, alors qu'on est en manque d'antibiotiques. Et l'enfant est décédé par manque d'antibiotiques. Ça, c'était le tilt de ce projet. Parce que quand j'ai eu ce choc, j'ai demandé tout de suite à la religieuse infirmière de pouvoir communiquer, parce qu'elle avait aussi Internet dans son petit bureau. Donc j'ai dit, est-ce que je peux informer ma petite famille, parce qu'à cette époque-là, mon fils avait à peine 2 ans. Donc j'ai dit 1 an. Et donc j'ai dit, écoute, est-ce que je peux au moins communiquer à ma famille ce chagrin que j'ai? Elle a dit oui, pas de souci, Brice, va voir l'ordinateur à côté. Donc, non seulement j'ai découvert, grâce donc à la religieuse infirmière, cette pierre, que les gens ne savaient pas la valeur, mais en même temps, j'ai pu communiquer donc en international, parler avec ma femme. J'ai fait même du Skype, comme je vous parle là, à ma femme et mes enfants pour leur raconter l'histoire triste, la triste histoire que j'ai vécue. C'est là que le tilt a commencé en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette technologie afin que d'informer cette personne de cette richesse qu'elle a et aussi de pouvoir après le vendre afin qu'il n'y aura plus de problème d'antibiotiques, du moins dans les fonds de Madagascar. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un doctorat sur les potentiels miniers de Madagascar. Et donc, je dispose actuellement d'innombrables informations sur le potentiel minier de la Grande Île. Notamment, un exemple ici que je vous montre, un exemple très simple, c'est qu'il existe actuellement donc des points d'indice minier disponibles informatiquement à Madagascar. C'est-à-dire quoi? C'est que tout en ils ont ploté déjà, donc ça a été ploté l'endroit où on a trouvé des indices de substances. Et il existe, regardez bien, 209 types de substances enregistrées sur 7016 points. À l'exemple de ce que vous voyez juste à droite, donc c'est possible au niveau du système, donc c'est la gestion cartographique des données, donc de savoir un à un le nom de chaque indice, et à l'exemple comme on voit ici le wolframite, donc j'ai sélectionné le wolframite, et c'est apparu en bleu vert là, et vous voyez sur la carte, au centre là, juste, donc que c'est ploté, où se trouve ce point là. Donc on peut faire une requête successif, voire des croisements de requêtes pour demander, à l'exemple simple, où sont les wolframites qui sont dans telle région. Et cet exemple, on peut avoir poser plusieurs questions. Et il n'y a pas que ces informations-là, parce qu'on dispose aussi actuellement donc d'innombrables articles, donc tout ce qui est publication scientifique, tout ce qui tourne autour de la géologie et la richesse minière de Madagascar, je le dispose. On les dispose dans le cadre de ce projet. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est fait le titre de ce projet, c'est qu'il n'y a pas que ces indices connus, mais de plus en plus, petit à petit actuellement, on découvre de nouveaux indices. À l'exemple, je vous montre ici, Piezota, en 2004, avait trouvé la belle pierre rose qui a fait porter son nom, Piezotaïte. À l'exemple plus bas, comme vous voyez ici, en 2010, une expédition donc étrangère dans la zone Satkal-Yurumbe a découvert donc cette roche, ce minéral, qui n'a pas encore de nom. C'est un minéral métallique, donc qui pourrait être très caractéristique, très utilisé, donc dans des cas très précis, mais qui n'a pas encore de nom, donc ça reste encore à découvrir. Aussi, je tiens à vous informer que la richesse minière de Madagascar, le potentiel minier de Madagascar n'est pas un mythe. Je vous montre ici par exemple l'estimation de recettes fiscales provenant de la mine industrielle, donc source de données donc, lors de la présentation de la Banque mondiale, qui a été fait, je ne sais plus, c'était en 2010-2012, et dans lequel donc ils ont bien précisé qu'actuellement c'est donc de 2007 en 2009, il y a au moins 70 millions de dollars par an, avec une redevance minière de 2% de la première vente. C'est ce qui est. Et qu'ils ont un estimatif, donc un prévisionnel, qui peut aller jusqu'à 150 millions de dollars par an dans la phase d'exploitation. Donc ceci pour vous dire que ce n'est pas un mythe du tout, que ça fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État, mais uniquement avec 2% de recettes fiscales. Vous avez ces chiffres-là. Donc ça demande quand même réflexion. Mais évidemment, sniff, comme il dit le bonhomme là, hélas, Madagascar fait partie toujours des pays les plus pauvres du monde. Alors,
revenons à nos moutons. Aujourd'hui, donc, je viens vous présenter l'économie sociale et solidaire au service des investissements miniers à Madagascar en 2 étapes. Première question, c'est quoi ces 2 étapes? Les voici. La première étape, donc, ce serait la valorisation de l'expertise, donc de ces ressources minérales disponibles. Ça, c'est ce qui va se passer donc avec le programme GEMS MADA, un projet d'entreprise. Ensuite, la deuxième étape, ce serait l'exploitation solidaire et équitable donc des ressources valorisées, estimées. Et ça va se passer avec l'association Mosaïque Madagascar qui va se convertir prochainement en entreprise sociale. Je ne suis pas économiste, mais permettez-moi quand même de faire juste ce petit rappel donc pour vous présenter c'est quoi l'économie sociale et solidaire. Comme je le montre ici donc, l'ESS est un mode d'entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions suivantes. La première, c'est qu'il faut un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices. Deuxième condition, une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise définie et organisée par les statuts. Et troisième condition, c'est qu'il faut une gestion conforme à tous les principes suivants. Premier, les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise. Et en deuxième, les réserves obligatoires constituées sont impartageables. Et vous allez me poser certainement la question, pour ceux qui ne sont pas donc à jour de ce que c'est l'ESS, c'est que c'est quoi concrètement donc les activités de l'ESS? Donc voici un graphique qui montre donc les principales branches de l'ESS en France avec un pourcentage. Donc soit ce sont donc des services pour des personnes handicapées, donc inadaptées, donc ils mettent en place une structure de ESS, entreprise sociale, qui s'occupe de ça, qui prend quand même 21% donc de l'activité ESS en France, soit des centres sociaux, socioculturels, associatifs d'accueil ou de jeunes enfants, donc ils font travailler des gens et tout, donc 16%, soit c'est de la mutualité, soit c'est aide de soins, soit de l'animation, soit c'est des mutuelles d'assurance, soit c'est des établissements privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde, donc de but non lucratif, ou des coopératives, c'est ce qui va nous intéresser dans notre cas, ou des sports, ou donc des ateliers chantiers d'insertion, ou de la culture. Je reprends donc pour notre cas, en France et à l'étranger, donc ce sera l'association Mosaïque Madagascar, comme je vous l'ai dit précédemment, va donc se convertir en une entreprise sociale qui sera donc de type coopérative. Vous allez comprendre la suite après. Mais dès que je parle de ce projet aux gens, ce qui est extraordinaire, c'est que voici les premières réactions. J'ai été par exemple contacté par des gens du nord de Madagascar, et ensuite il y a eu la photo qui a été publiée sur internet, sur le grenat démantoïde. Des gens m'ont dit, Pris, oui, est-ce que tu pourrais nous aider à trouver donc de la clientèle parce qu'on a en fait découvert donc des butins, donc des minéraux, donc voilà, du grenat démantoïde. Ce qu'il faut savoir, sur la photo, vous avez vu la dimension et voir donc le poids, la taille de la pierre, un échantillon qu'ils ont découvert. Et voyez à côté, à gauche, le prix de ce que pourrait être le grenat démantoïde sur le marché. C'est parce que c'est quand même, pour 1,62 carats, l'estimation est à plus de 3400 €. Alors, sachant que 1 carat, il fait 0,20 grammes, et donc, faites le calcul, par exemple, pour cette pierre verte sur la main de ce malgache, sur cette photo qui a été publiée sur le net. Ceci est un autre exemple. Des gens ont trouvé, donc, ont fait chercher de l'or, ils ont trouvé à Madagascar, et ils me disent, Brice, comme tu te lances dans un projet social et solidaire, ça veut dire certainement que tu trouves le marché. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous aider à chercher du client pour nos butins? Alors, quand vous voyez ça, vous dites « Oh, il y a de quoi faire !» Mais, comme d'habitude, comme je leur dis « Oui, je veux bien vous aider, mais s'il vous plaît, ne brûlons pas les étapes. Les étapes que vous allez comprendre
toujours prochainement. Pareil pour celle-là. Il y en a certainement parmi vous qui connaissent. Donc, ils ont découvert à un moment donc un gros bloc de 6 tonnes de quartz fumé dans la région, dans la commune de Tinzolive, district de Fenarive-B. Actuellement, cette grosse pierre, donc ce gros minéral serait encore là. Je dis bien minéral parce que c'est quand même un minéral, un gros minéral de 6 tonnes. Et j'ai mis à côté donc ce que c'est le quartz fumé. C'est utilisé dans les bagues joailleries. Et donc, vous imaginez 6 tonnes comparé à ce qui est sur le petit doigt donc à côté. Et les gens me disent toujours, donc des responsables administratifs qui me disent, Brice, écoute, c'est bien tout ce que tu me proposes, mais alors concrètement, est-ce que tu pourrais nous trouver des clients? Comment est-ce qu'on devrait procéder par rapport à ça? Et donc ma réponse reste toujours, oui, mais encore est-il, ne brûlons pas les étapes. Mais je ne vous ai cité que 3 exemples. Mais là, je vous invite à voir cette carte, la carte de la situation des cadastres miniers, donc des titres, l'attribution des titres miniers de Madagascar, des données de novembre 2009. Je préfère utiliser ces données parce que de 2009 jusqu'à actuel, logiquement, il n'y a pas encore eu d'attribution de nouveaux titres miniers. Donc ces données seraient encore à jour. Vous voyez ici en bleu ce qu'on appelle les AERP, c'est-à-dire les nouvelles demandes autorisation exclusive de réservation de périmètre. Ça veut dire juste que c'est un titre valide de 3 mois qui permet juste de réserver. Les PRE, c'est donc les petits permis attribués pour les petits malgaches, les petits exploitants malgaches. Les PR et les PE, c'est les permis de recherche donc, et les permis d'exploitation. Et là, j'ai donné ici en violet, par exemple, donc, la plus grande surface d'un PR-PE. C'est juste pour illustration. Je l'ai extrait d'une publication que j'ai sortie du journal donc, national à Madagascar, Malaz. Et voyez, la situation donc, en novembre 2011, c'est que ça n'a pas changé, c'est que la surface de Madagascar étant 591 000 km² à peu près, et les titres confondus font 325 000, c'est-à-dire ça représente plus de 55% de la surface, dont les PR et les PE, 48%, et les petits PRE pour le malgache, 4,5%. Où je veux en venir par rapport aux 3 exemples que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, imaginez, un permis égale une pierre. Donc, actuellement, comme on voit sur la figure, les gens sont en train toujours de chercher, donc ils sont toujours dans la recherche et évidemment dans la recherche de partenariats financiers, dans la recherche de tout ce qui peut être commerce et vente. Ce qui nous emmène à cette question, alors, qu'est-ce qu'on vous propose concrètement? L'économie sociale et solidaire au service des investissements miniers à Madagascar est un programme de développement durable. Voici un graphique représentatif de ce que c'est un programme de développement durable, dont il y a 3 pôles. Nous donc, dans le montage de notre programme, chaque pôle sera donc représenté par une entité, principalement. Donc, à l'exemple, le pôle social donc, va être assuré principalement par l'association Mosaïque. Le pôle écologique, c'est ce qui va être porté donc, par l'association Voirabé. Et le pôle économique, c'est ce qui va être porté par l'entreprise James Mada. En effet, comme je vous l'ai dit déjà précédemment, que l'association Mosaïque est actuellement donc en statut d'association loi 1901, celle donc, qui va porter le pôle social. Mais c'est aussi un projet donc, qui va être converti en entreprise sociale, donc économie sociale et solidaire, prochainement. L'objectif de Mosaïque est de partager équitablement en international les ressources minérales de Madagascar. Donc l'objectif est d'avoir en moyenne 40% des revenus miniers qui vont être directement perçus comme droits d'actionnaires, donc de propriétaires, pour la population de la collectivité de base pour chaque territoire de Madagascar et donc bien sûr chaque territoire exploité. Et tout ceci va être donc regroupé au sein de l'ESS. J'ai mis ici en bas à droite donc le prospectus qui présente l'association Mosaïque que vous avez certainement déjà donc avec vous actuellement. Et aussi, il faut donc savoir que
Mosaïque est installé en France, a comme siège en France, mais le but c'est de rassembler tout le monde qui veulent œuvrer pour le même programme. Donc voici la carte qui représente actuellement la localisation des différents membres de l'association Mosaïque. Donc à gauche au niveau plan européen et à droite au niveau des différents justement départements de France. Vous observez par exemple ici que on a donc déjà des petites taches un peu partout, sauf évidemment vers l'ouest, le nord-ouest de la France. Par ailleurs, il faut savoir que à Madagascar, la population malgache est majoritairement à 80% vive de l'agriculture et de l'élevage. Mais attention, c'est pas toute l'année qu'ils sont actifs. Comme vous le voyez ici sur la carte, donc de janvier jusqu'en avril, évidemment, ils sont dans l'activité parce qu'il y a de la pluie, ils sont en récolte et ils récoltent même, donc ils prennent les récoltes vers le mois d'avril. Mais à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, carrément pendant 6 mois, ils ne font pas ni de l'agriculture, ni de l'élevage. Ils sont dans d'autres activités, de petits commerces par-ci par-là, de petits business, et c'est tout. Et donc c'est la saison sec, hiver, donc à Madagascar. Mais attention, c'est aussi la saison, l'été, comme maintenant, ici en France, où il fait très très chaud. Là, on a 40 degrés ici à Grenoble. Et donc c'est après, vers le mois de novembre, qu'ils reprennent, parce que c'est là que la pluie tombe. Donc, nous, ce qu'on propose dans le cadre de ce projet, c'est de faire des malgaches, aussi rajouter comme activité l'activité minière pendant les 6 mois donc, de trous dans lesquels ils peuvent le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà mis à l'épreuve que pendant ces 6 mois, s'ils commencent l'activité en mai, en toute évidence, donc vers le mois d'octobre, ils peuvent déjà avoir des résultats. Quand je dis résultats, les produits même peuvent être vendus. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose tout simplement de devenir des associés équitables et solidaires avec ces malgaches. Ces malgaches, comme vous voyez ici sur la figure juste là. Ces malgaches-là, ils sont dans la pauvreté, ils sont gays, ils sont vivants, ils savent travailler, ils veulent exploiter, ils veulent aller chercher les mines, mais ils ont besoin de vous pour négocier. Et donc, dans chaque négociation, on ne va plus parler de leur faible monnaie d'Arial, mais on va parler d'euros et de dollars, puisque c'est vous qui allez les négocier. Vous n'allez pas parler d'euros quand vous allez négocier auprès de la clientèle. Donc, votre rôle sera quoi? C'est que vous allez représenter ces gens. Comment? En vous intégrant dans Mosaïque, et donc vous allez pouvoir représenter celui ou celle ou le groupement qui correspondra donc à votre collaboration. Et dans tout cela que vous allez gagner, à part le fait que ce soit équitablement et solidaire, donc dans le domaine équitable et solidaire, vous allez quand même gagner dans les 60% du business. Et directement pour le malgache que vous représentez, vous représenteriez 40%. Il faut aussi savoir que Mosaïque, en tant qu'association actuelle, qui va donc être une entreprise sociale, ne fera pas autre que du business, ce qu'on est en train de dire là, mais on sait aussi que donc on est en train actuellement de voir, comme vous le voyez sur le prospectus, donc des programmes sociaux et humanitaires, et donc une partie des gains de Mosaïque va être allouée pour financer ces programmes. Et vous allez certainement me dire, Brice, mais on n'est pas commercial, on ne saura pas vendre, on ne saura pas négocier. Écoutez, c'est pour ça qu'on a mis en place justement, on va mettre en place une structure commerciale sur le net, à l'exemple de ce qui est connu, que j'ai mis ici en exemple, où vous allez voir, donc il y a la possibilité de déposer les annonces, il y aura les offres, les demandes, les annonces, donc il y a les boutiques, donc tout le monde va pouvoir intégrer le système en informatique. Et c'est là que se mettra en place ce que nous appelons le Majoli Boutique, donc détaillé dans le business plan, ou aussi le C'est pas cher Market, qui va être donc une structure de l'association Mosaïque Madagascar en France. En effet, c'est quoi? C'est le premier comptoir donc en ligne qui va se mettre en place, et c'est une entreprise informatique qui s'occupe donc de la gestion de la transaction commerciale de James Mada, principalement de la vente équitable des ressources minérales de Madagascar. Et donc, il faut aussi savoir que C'est pas cher Market sera donc également la première vitrine internationale pour la vente équitable
des produits de la Grande Île. Et il faut savoir que C'est Pas Cher Market a droit à un pourcentage variant de 4 à 10% de chaque transaction commerciale réalisée par James Mada. James Mada, c'est ce que je vais expliquer plus tard. Maintenant, reprenons le graphique du développement durable pour vous présenter un autre exemple concret de projet durable que nous allons entreprendre. Le programme s'appelle Assume, ou l'artisanat social, solidaire et universel de Madagascar. En prenant l'exemple d'artisanat, donc la transformation de la matière première, la pierre. Vous savez, géologiquement, je vous ai dit, donc potentiellement Madagascar, on a différents types de roches, donc différentes couleurs de roches, comme vous voyez ici sur la table. Donc il y a différents échantillons de roches. Et on a demandé à des sculpteurs donc, de sculpter un objet que vous voyez juste devant Delphin, qui est un collègue géologue malgache. Le projet consiste donc à ceci. J'ai posé la question, un sondage donc à quelques sculpteurs malgaches en leur disant vous êtes des sculpteurs professionnels, à combien voulez-vous être payés par mois, gagner pour vivre aisément en tant que père de famille? Ils m'ont tous dit, Brice, si tu nous donnes 100 euros, on serait vraiment content. 100 euros. Alors je leur ai dit, ok, dans ce cas-là, mais je vais multiplier par 3 vos besoins, donc ce que vous proposez. Donc je vais dire, si on vous paye 300 euros par mois, ce qui serait donc le résultat net de votre petite entreprise, on va faire le calcul ensemble du comment sera votre production. Ils ont dit d'accord, je les ai donc fait travailler sur une table. J'ai dit, j'estime approximativement le taux de marge brute de vos activités à 30%, parce que j'ai fait un peu le calcul, ce qui implique que vous devriez donc dégager au moins 1000 euros de chiffre d'affaires. Donc 1000 euros égale 700 euros plus 300 euros mensuels. Donc 1000 euros de chiffre d'affaires. J'ai fait le calcul, je leur ai aussi posé la question. Vous faites un produit en combien de temps? J'ai montré après l'exemple de ce que vous voyez ici donc en blanc, la sculpture là avec l'écriture dessus. Ils m'ont dit on peut réaliser un produit par jour. J'ai dit donc si vous allez travailler 20 jours ouvrables du mois par mois, ce qui veut dire vous aurez donc 20 produits. Et donc, pour pouvoir gagner les 300 euros par mois, il va donc falloir que vous vendez au moins un produit à combien? Et ils ont fait le calcul et on a trouvé 50 euros. Donc, pour pouvoir tirer 300 euros par mois net comme salaire, j'ai dit, vous allez devoir vendre votre produit à 50 euros. N'oublions pas, je reprécise, on reste dans un cadre de projet viable, équitable, vivable pour faire le durable. En quoi ce projet est viable? C'est important que je précise ça. Ce projet est viable parce que ça va faire vivre ces sculpteurs. En quoi ce projet est équitable? Avec quand même un produit de vente de 50 euros, on va travailler avec l'association Mosaïque après, tout et tout. C'est un projet équitable, ça fait gagner quand même le sculpteur équitablement. En quoi c'est vivable? Parce que c'est un projet lequel ils peuvent vivre, et viable parce qu'en fait c'est un projet qui va durer. Je m'excuse, j'ai confondu. Vivable, donc ça va pouvoir les faire vivre. Et viable, parce que ça va donc aller dans la durée. Parce qu'il y en a suffisamment de matière et la demande est là. Et dans ce cas-ci, si je reprends toujours la question, qu'est-ce qu'on vous propose, vous qui suivez? Donc la réponse, elle est très simple, comme je l'ai dit là. Là, on vous invite donc à devenir des associés aussi de ce sculpteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous aurez donc un partenariat de 50%, 50%, donc il vous faudrait alors 300 euros x 2 égale 600 euros de résultat. On est d'accord? Donc si préalablement on avait pensé vendre le produit à 50 euros, là vous devrez vendre le produit à 100 euros afin que vous tirez chacun les 300 euros de résultat. Je vous montre ici l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, le truc en blanc. Vous voyez, il y a la sculpture donc de Madagascar et tout dessus. Et de l'autre côté, vous avez vu le quartz rose à l'état brut. Ça, je vous dis, il y a tout un tas de paquets à Madagascar. Mais les gens ne pensent pas. Alors que vous voyez, quand c'est transformé, ça fait beau. Imaginez la vente de ce produit. À combien vous pourrez le vendre? Le sculpteur, en combien de jours il peut le faire? Celui-ci, peut-être, il ne le fera pas en une journée. Mais on peut toujours estimer donc le calcul, le mode de calcul, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite, tout au début de ma présentation, je vous ai parlé aussi de l'association Voirabé. Voirabé, donc c'est une association qui a pour but de regrouper mondialement toute personne physique ou morale motivée par le partage et la solidarité
en vue du développement humain, culturel, naturel, économique, social et politique de Madagascar. Voici donc, juste là à droite, la carte de situation des départements où siègent actuellement des associations et des coopératives et qui sont actuellement en partenariat donc avec l'association Voirabé pour Madagascar. Donc ils sont vingtaine sur les 356 départements existants à Madagascar. Je note qu'ils collaborent tous actuellement dans le cadre du programme minier, donc qui va les faire profiter. Et qui dit programme minier pour le peuple, dit en toute évidence le programme James Mada. J'ai toujours repris ici donc le graphique du durable et vous allez voir le lien donc entre l'association Voirabé et l'entreprise James Mada, c'est qu'il y a l'adjectif viable. C'est que ce projet va donc durer dans le temps. C'est quoi ce projet? Ce qui va nous permettre de rentrer dans cette étape-là. James Mada, qui signifie Geomatic Engineering and Mining Services in Madagascar. En fait, c'est une structure que nous allons donc mettre en place ici à l'étranger, notamment en France, et qui sera donc au service d'un projet collectif, non d'un projet conduit par une seule personne dans son intérêt propre. Comme vous le voyez ici dans le graphique au milieu, comme je dis, James Mada donc appartient majoritairement à l'association Voirabé, 60%. Mais évidemment, il existe aussi d'autres acteurs associés dans le projet, dans moi personnellement, mais il y a aussi les associés industriels qui m'ont déjà accompagné depuis le début de tout ce périple, mais également nous avons réservé ce que j'appelle donc les parts des associés garants, c'est-à-dire les gens qui vont apporter leur titre minier ou leur titre foncier comme garantie donc aux investissements, parce que dans nos démarches de recherche de financement, nous allons prioriser, mettre en priorité l'emprunt donc auprès des institutions bancaires. Vous avez juste à gauche l'emblème ou le logo donc de James Mada. Nous voici donc bien dans le cœur de l'étape numéro 1, la valorisation géologique, c'est-à-dire James Mada. Pour vous mettre vraiment donc dans le bain, dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite histoire qui a été donc la source de ce projet James Mada. C'est qu'en 2010, comme vous le voyez juste donc sur la figure juste en haut là, il y avait des opérateurs économiques qui sont venus me voir avec cette roche, cet échantillon, avec ce minéral qui est juste au-dessus du béryl vert. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que le béryl vert transparent et très beau, c'est l'émeraude. Donc, en voyant cela, ces opérateurs sont venus me voir en 2010. J'ai juste fini donc mon doctorat en 2009. J'étais enseignant, j'ai eu ma qualification donc au concours de maître de conférence et ils sont venus me voir en me disant: Monsieur, vous avez les compétences donc nécessaires pour nous aider à prospecter donc ce truc. On aimerait que vous nous aidiez à en trouver parce qu'on a eu donc une poche dans laquelle on a pris ces minéraux, mais on ne sait plus où est-ce qu'il y en a encore d'autres dans la région. Ben, je leur ai dit, j'ai regardé et j'ai dit où est-ce que vous l'avez trouvé. Ils ont dit dans la région nord. Là, c'était le tilt pour moi. Région nord ou dans la région donc nord de Tana et tout le reste et tout. J'ai dit oui, ça m'intéresse votre projet. Ils ont dit combien on vous paye pour cela. Ma réponse a été très simple parce que ça m'a intéressé. Je vous expliquerai en quoi ça m'a intéressé. Vous le voyez déjà d'ailleurs la réponse en bas. C'est que je leur ai dit ok, je ne veux pas être payé du tout. Je vous accompagne, mais à une condition. J'ai besoin qu'on se fasse un accord de principe comme quoi tous les béryls verts qu'on trouvera, donc les poches pegmatitiques qui seront porteurs de béryls verts seront à vous, mais si je trouve autre chose, ce sera à moi. Donc ils ont dit oui, on a passé l'accord, on a fait signer, donc comme vous le voyez juste à gauche là, on a passé donc un contrat. Ça c'est pas le contrat que j'ai passé, c'est un autre contrat, je vous l'expliquerai après. Et donc du coup on est allé faire du terrain, et je dis pendant les 4 jours de terrain par contre on s'arrange, on se met d'accord. Pendant 2 jours j'essaie de vous trouver les poches de pegmatite. Une fois que je vous les trouve pendant les 2 jours, on s'arrête et on cherche ce que moi je cherche. Ok, on est allé sur le terrain, donc les 2 jours sont passés. Les 2 jours finis, on s'est mis à table, on a bu de la bière parce qu'on a trouvé une autre poche. Ils étaient tellement contents et qu'ils m'ont posé la question à la fin, mais monsieur, vous cherchez quoi exactement?
Et c'est là que je leur ai sorti les photos. Donc voici un échantillon juste en bas. Je leur ai dit, vous savez, les gars, ce qui m'a fait tilter, c'était ceci, je vous l'explique. Le béryl, en fait, il se cristallise normalement à l'état pur, c'est-à-dire transparent. Mais n'oubliez pas, je vous l'explique en fait, c'est que lors de la cristallisation, c'est-à-dire quand ça devient froid petit à petit, la poche pegmatitique où il y a le béryl, il absorbe les éléments chimiques qui sont autour de lui. Et là, en fait, le fait qu'il soit vert, ça signifie qu'il a absorbé du chrome. Et donc, le fait que quand j'ai vu justement l'état de votre béryl, je me suis dit, où c'était, vous m'avez indiqué, et en fait, cette région se trouve proche de la région Anjiamen où c'est connu donc les chromites. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de poche de chromite dans ces endroits-là, donc des chromites, des gisements de chromites. Et donc, comme je vous le montre ici sur la figure, donc il y en a en fait trouvé des chromites disséminés. Et les rizières, ils sont tous inondés de chrome, donc du coup, les rizières ne poussent pas du tout, les riz ne poussent pas du tout dans les rizières. Et ce qui est intéressant donc dans cette histoire, c'est que donc quand j'ai fini la mission, je suis rentré, j'ai fait un rapport technique très simple. C'était en 2010. J'ai créé un petit rapport technique très simple. Et puis après, j'ai lancé dans le journal, donc le journal locaux, les quotidiens. Donc l'annonce, j'ai dit, cherche partenaire, une concession, et j'ai mis les deux photos. Et plus j'ai dit, rapport technique disponible. Et c'était à quelques jours de notre départ pour rentrer en France, on va dire 2, 3, 4 jours. Et donc j'ai lancé l'annonce. Dès que j'ai lancé l'annonce, le matin à 9h30, le journal, les quotidiens sont sortis. Vers 11h, j'ai tout de suite un appel d'un Coréen qui me dit bonjour, voilà, et tout. Ça m'intéresse votre proposition dans le journal. J'ai dit ok, j'ai proposé le prix, j'ai dit 20 000 euros. Vous l'achetez? Il a dit non, soyez quand même pas, soyons quand même pas bêtes. 20 000 euros, ça fait trop cher. Donc on a négocié. Et j'ai réussi donc à négocier uniquement le rapport technique à 3 000 euros. Uniquement le rapport technique à 3 000 euros. Et donc pour vous dire, c'est là qu'est partie l'idée. Si je mettais en place une entreprise qui va faire que de la valorisation et vendre les rapports techniques, ça pourrait marcher. Et donc, concrètement, qu'est-ce que James Mada va vendre? Donc, James Mada va vendre donc, des rapports d'expertise géologique sur des surfaces de valorisation de 10 km² à 25 km². Donc, on sait qu'actuellement, souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que le bureau du cadastre minier gère les titres donc, sur des carreaux de 625 x 625 mètres. Et nous, donc, on va vendre les rapports techniques de valorisation de 10 km² à 25 km². James Mada va aussi vendre donc des services de conseil pour ceux qui ont déjà des géologues, qui sont donc capables de réaliser de la valorisation, mais qui ont besoin de perfectionnement. Donc, on va également donc, leur fournir ce service-là. Toujours concernant ce produit, le produit James Mada, souvenez-vous, je vous ai présenté donc des diapos un peu plus en avant, la carte de ces situations minières de Madagascar, c'est-à-dire les différents titres miniers que je reprends ici. Et là, j'attire juste votre attention sur ce qui sont noirs, c'est-à-dire les permis PRE, permis réservés aux petits exploitants, c'est-à-dire pour les malgaches. J'ai donc fait l'analyse statistique, géostatistique de ces permis, et donc on dénombre 2136 titres avec une moyenne de 12,4 km². C'est pour cette raison, en fait, le choix de 10 km² à 25 km², c'est que on va travailler, donc on va se focaliser principalement sur les petits exploitants miniers malgaches. Donc, on va les accompagner afin qu'ils deviennent, comme je vous l'ai dit, donc ils rentrent carrément dans le cadre social et solidaire en partenariat direct avec le peuple, donc les gens de l'étranger. Et encore est-il, vous allez certainement me dire que ces données ne sont pas à jour. Brice, ils datent quand même de 2009-2011. Je vous dis oui, mais à part ça, je rajoute même pour information que de récentes communications des responsables du bureau de cadastre minier donc, annoncent que plus de 7000 nouvelles demandes de titres miniers seraient actuellement en attente de traitement, donc à Madagascar. Il va donc y avoir bientôt de nouveaux AERP ou de PRE. Et donc, au sein de Maja, chez James Mada, nous allons nous intéresser dans un premier temps, comme je l'ai dit, à ces titres PRE, où les gens exploitent par tâtonnement. Donc, en 2011, il comptait 2136 titres dans notre base d'études que j'utilise, donc, mais il va y en avoir plus, certainement, donc, dans le réel. Et
Une entreprise veut dire des personnels. Donc, James Mada, c'est une entreprise qui, comme je vous l'ai dit, qui sera mise en place principalement, éventuellement, donc ici en France. Donc, il utilisera 5 personnels donc à l'étranger ici en France. Donc, voici donc les profils, un coordinateur général, responsable affaires socioculturelles, voilà. Et par contre, il va aussi utiliser sur place à Madagascar, faire travailler 11 consultants, dont 6 géologues, c'est-à-dire des 6 cartographes et 3 cartographes, 3 gémologues, un chauffeur et qui est à la fois aussi responsable logistique, un responsable commercial donc pour Madagascar et un autre responsable commercial donc pour l'étranger. Madagascar, c'est pour chercher justement tout ce qui est donc dans les titres à valoriser, et pour l'étranger pour la vente, donc il sera en communication avec Mosaïque, un responsable de communication parce qu'évidemment il va falloir communiquer, et un responsable administratif du système informatique et du réseau puisque comme je vous l'ai dit, tout va être géré sur un système informatique. Et je rappelle donc que pour assurer la distribution des faux produits fournis par James Mada, nous allons toujours utiliser la même structure, Mosaïque Madagascar, souvenez-vous avec le graphique, et donc on a déjà des pieds partout, un peu partout en Europe, mais notamment dans les différents départements de la France. Par contre, aussi de l'autre côté, donc pour Madagascar, afin de pouvoir trouver donc les différents produits, c'est-à-dire les zones, les différentes zones qu'on va valoriser, qu'on va vendre après, donc le rapport technique, on a aussi donc mis en place un partenariat avec toutes les sociétés civiles malgaches. Donc c'est là que se met en place ce que j'appelle le guide ou groupement universel des institutions du domaine de l'équitable. En fait, comme vous le voyez sur cette carte donc à gauche, j'ai mis donc les différents points où se localiser donc les distributions des réseaux téléphoniques à Madagascar, Orange, 3G Orange, Airtel, Telma et tout le reste. J'ai mis en tiret noir donc les routes nationales et j'ai mis ici donc en rouge, en polygone rouge, les différentes communes donc qui sont couvertes par ces réseaux de téléphonique. Et donc j'ai mis là donc ce qui est couvert par téléphonique veut dire est couvert par le Skype et le Facebook, le réseau social. Donc ce qui veut dire que dans le cadre de ce projet, nous allons donc utiliser, comme je vous l'ai dit, le Ma Jolie Boutique, c'est pas cher market, mais donc le guide qui va essayer de les trouver. Je précise que le guide, la structure guide, donc, c'est-à-dire c'est un groupement donc universel d'institutions ou de personnes physiques ou morales, et donc va donc profiter de 2 à 5% des chiffres d'affaires de James Mada. Donc ils ne le font pas gratuitement, mais évidemment ils vont être aussi rémunérés dans cette activité. Et donc, évidemment, vous allez me demander comment tu vas procéder, Brice. Ben voilà, un exemple simple de procédure. J'ai donc récupéré automatiquement donc les différents titres miniers qui se trouvaient là sur les zones de couverture. Donc, par exemple, ici, vous voyez, j'ai donc plus de 1079 PRE donc en vert dans la zone, avec 1703 permis R et 208 E. Donc, vous avez vu donc un peu les statistiques de répartition. Donc, le total de 2990 permis en tout, donc qui couvrent donc la zone donc Internet. Donc c'est un nouveau marché qui est à la fois porteur et donc accessible. Et ça, encore une fois, je répète, c'est des données de 2011. Mais avec les nouvelles demandes, il va y avoir encore un paquet. Un autre paramètre innovant ou nouveau donc dans le cadre de ce programme James Mada est donc ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai mis en place ce qu'on appelle la prime de valorisation pour dynamiser les productions. C'est-à-dire quoi? On sait que donc tous ceux qui sont titulaires de permis miniers, ils doivent payer ce qu'on appelle les frais d'administration. Donc qui correspond quand même, qui est assez élevé. Donc c'est sur la loi, comme je vous dis là. Donc ce décret augmente donc actuellement de 1 euro à 2,10 euros les frais d'administration d'un carreau minier. Donc au cours de la première année, la deuxième année après, il est de 3 euros. Ce qui est important. Donc moi j'appelle prime de valorisation, c'est quoi? C'est qu'on va donner 15% du prix de vente du rapport technique réalisé, parce que donc de toute façon au préalable on sait déjà à peu près combien ça pourra coûter le rapport technique, donc on peut déjà avancer de l'argent correspondant à 15% donc de ce prix de vente de ce rapport technique au propriétaire du titre minier. Et donc ce qui correspond approximativement dans les calculs dans le business plan que vous avez donc à 525 euros à peu près. C'est-à-dire quoi? C'est l'équivalent approximatif de la valeur de frais d'administration annuelle pour 250 carreaux. Donc, vous voyez, ça, c'est dans le cas où donc, les gens ont déjà des titres miniers, mais dans le cas où on va dans des endroits où il n'y a pas encore personne qui a fait la demande, donc évidemment, cet argent va servir
à financer donc les procédures administratives qui va être fait par les villageois qui vont donc se regrouper dans la structure, souvenez-vous, de Voirabé locaux. Donc ils vont devoir payer les frais d'administration et tout, ils n'ont pas d'argent, donc on fait avancer déjà ça. Et ça, c'est déjà inclus dans les charges et les besoins de l'entreprise. Un autre paramètre innovant ou nouveau de ce projet, c'est que donc il y a ce que j'appelle donc, comme je vous ai dit, que tout va se faire en sous-traitance. Une bonne partie va se faire en sous-traitance. Je vous montrerai combien de pourcents juste en bas dans les diapos ci-dessous. Et donc ça va créer de l'emploi pour des jeunes sortants universitaires. Donc en moyenne, on en a jusqu'à 15 000 personnes par an, donc qui va cycler donc par an à peu près. Et ils ont normalement, donc il y a 3 motivations qui est en jeu. La première, c'est quoi? C'est que donc par mission, ces gens-là, comme des jeunes, tout jeunes qui sortent de l'université, ils ont comme première motivation, quand on quitte donc les charges des parents, on était à la charge de parents quand on était universitaire, maintenant on quitte, donc on a besoin d'argent. Donc dans ces cadres-là, ils vont gagner aux environs de 1 000 euros par mission. J'ai dit par mission parce qu'ils vont sous-traiter. Là, dans ce cadre-là, j'ai prévu, donc suivant l'expérience faite déjà du terrain, qu'ils ne pourront pas faire plus de 2 missions par mois. Sinon, donc c'est pas possible. Donc ils peuvent gagner donc jusqu'à peu près 2 000 euros net par mission. Parce qu'à Madagascar, c'est à eux de déclarer. Ça, c'est un autre problème dans lequel il faudrait qu'on en discute dans un autre cadre. Ensuite, la deuxième motivation, c'est quoi? C'est que la publication scientifique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces jeunes-là, sortant d'université, ils ont vu mon profil à 33 ans, qualifié maître de conférence en France, enseignant à TER et tout et tout. Tous les malgaches, jeunes malgaches, ont aussi envie d'aller encore plus loin au niveau de leur recherche en tant que chercheur. Et donc là, je leur offre la possibilité de publier donc, des articles. C'est-à-dire quoi? C'est que sur des zones où ils vont prospecter, ils vont prendre 2 échantillons. Un échantillon qu'ils vont utiliser dans le cadre donc, économique et l'autre échantillon qui va être utilisé dans le cadre scientifique, qui va leur permettre d'être connus. Je prends l'exemple très simple jusqu'à maintenant. Donc j'ai été le premier à avoir publié tout ce qui est kimberlite du sud de Madagascar. Le prochain qui publierait donc certainement les vrais diamants et le contexte géologique, je vous dis, il irait très très loin. Il fera le tour du monde avec en partenariat avec des différentes universités qu'on mettra en place au sein de James Mada. Et après, la troisième motivation qu'il y aura, c'est quoi? C'est que après 3 années de service, c'est assez moyenne, ça peut être moins, ça peut être plus. Donc on invite ces gens-là donc à ouvrir leur propre James Mada à eux et dans lequel nous apporterons les financements, donc dans lequel ils seront majoritaires de leur entreprise. Évidemment, on y injectera donc des parts d'action. Alors, comme je parle d'entreprise, c'est quand même important que je vous parle, donc ne serait-ce que très brièvement, les chiffres. Donc, dans cette activité-là, donc il est prévu donc un marge commerciale pour la première année de 1 396 000 euros, avec un taux de marge brute calculé ici donc estimé à 57%. En sachant que donc la vente engineering, je l'ai calculé donc avec une moyenne de 3 500 euros et le conseil est à 500 euros. Donc le rapport technique, il coûte 3 500 euros. Voilà. Juste une petite note, c'est que l'engineering, ça consiste en quoi? Ça consiste donc à une étude préalable, donc observation de terrain, couplée avec les données qu'on dispose, géophysique, images satellites et tout et tout. Ensuite, dans un deuxième temps, il va falloir envoyer donc des gens sur le terrain pour faire l'échantillonnage. Et après les échantillonnages, on les met en laboratoire, donc les analyses et tout et tout. Donc des échantillons envoyés ici à l'étranger ou sinon à voir sur place s'il y a possibilité. Et après, c'est là qu'on édite le rapport technique. Donc il y a quand même une certaine étape donc à procéder. Là maintenant dans le tableau ci-dessous, donc je vous présente très simplement donc le tableau de l'achat et vente. Je définis comme achat donc tout ce qui est charge, tout ce qui est les dépenses et vente donc tout ce qui est produit donc dans les recettes, chiffre d'affaires. Donc vous voyez, comme je vous ai dit qu'il y aura 2 parties, un qui sera traité par James Mada et l'autre qui va être fait par la sous-traitance. Donc ça c'est le calcul annuel pour vous donner donc le total annuel d'achat par rapport à James Mada ou par la sous-traitance. Sinon le total donc des ventes. Donc on peut faire l'addition. C'est comme ça que j'ai pu faire le calcul après. Et ce qui est important à voir là, c'est que regardez, comme je vous l'ai dit déjà, c'est que 65% des activités va être fait en sous-traitance. Il n'y a que 35% qui va être fait par la racine mère de l'entreprise. Après, évidemment, il faut que je vous parle aussi, quand il s'agit d'une entreprise, on met en place une entreprise, il faut savoir aussi les besoins. Donc, dans les détails de besoins, il est estimé à 267 euros, 207 donc, centimes TTC.
Ça, c'est le détail de besoin, mais après, il y a le plan de financement qui s'élève, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux environs de 310 000 euros, parce qu'on tient compte aussi donc les DTVA, donc il faut payer et tout au niveau donc des dépenses, des coûts de l'autre côté, des charges. Et donc, dans ces 267 euros, c'est quoi? C'est qu'il y a la trésorerie de départ qui est estimée à 104 000 euros hors taxe. Et dans ces donc trésoreries de départ, il y a quoi? Il y a principalement donc les frais de mission de Madagascar, les associés, comme je vous l'ai dit, une 40 jours de mission afin de mettre en place les différentes structures à Madagascar. Et encore une fois, je vous représente ici donc le camembert pour vous présenter donc ce que peut gagner Voirabé dans ce projet. C'est que dans ce projet, donc comme je vous ai dit, Voirabé va donc être actionnaire à 60%, donc majoritaire au niveau des activités de James Mada. Et voyez juste en dessous donc le tableau prévisionnel des résultats nets que peut donc avoir Voirabé avec un résultat 100% donc au-dessus. Donc à combien s'élèverait les 60% de gains de Voirabé. Par exemple, ici, pour la première année, 173 000 euros, deuxième année, 180 000 euros et troisième année, 244 000 euros. C'est-à-dire, en 3 années successives jusqu'en 2018, Voirabé pourra se faire aux environs de 500 000 euros de résultats, ce qui est quand même important. Et ça, sur une base de 3 500 euros, donc sur une base minimum. Donc, imaginez ce que pourrait être si réellement on arrive à propulser ce projet. Enfin, vous vous demandez certainement comment on va faire financer donc James Mada. Donc, comme je l'ai dit, il y a je l'ai dit déjà dans l'ancienne présentation, il y a deux possibilités. La première, c'est que donc on trouve des institutions financières qui peuvent prêter. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté aussi, en même temps, on peut aussi lancer ce que j'appelle, ce qui est appelé et qui est connu le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Sur cette base de calcul, donc, base de calcul pour l'apport, donc vous souvenez-vous, j'ai dit 60% pour Voirabé. Mais donc dans ce cadre-là, avec 20% pour le collectif. Mais donc 40% qui va être réparti suivant ceux qui y mettront de l'argent. Et là, donc, j'ai un tableau donc, de distribution, redistribution donc, des gains au niveau de ce crowdfunding. En première colonne, vous avez donc le nombre de personnes qui seraient donc qui auraient donc mis de l'argent dans le projet. Et en deuxième, le rapport, donc suivant le nombre de personnes, en sachant que donc on a besoin de 310 000 euros 155 centimes. Et donc ce qui nous permettrait, donc si pour 100 personnes, il faudrait trouver que chacun y mette 3100 euros. Exemple, pour 400 personnes, j'ai mis ici en bleu, parce que selon le sondage que j'ai fait, donc la majorité des personnes à qui j'ai posé la question, sur 100 personnes que j'ai posées, plus de 75% de personnes ont dit qu'ils peuvent y mettre 700 euros, aux environs de 700 euros, si le projet tient la route. Donc j'ai pris cette base-là, sur cette base-là, donc il faudrait trouver 400 personnes. Donc s'ils mettent chacun 775 euros, donc là ils vont gagner, attention, l'argent va être remboursé, donc 810 euros avec un taux donc de 4,5%. Mais en même temps, pour chaque année, ils vont donc gagner de l'argent. C'est-à-dire quoi? Ils vont gagner 255 euros pour la première année, 289 euros pour la deuxième année, 380 et ainsi de suite, suivant justement les activités. Donc, imaginez, vous y mettez 775 euros. Donc, dans les 3 années, vous allez déjà largement, vous êtes largement donc remboursé. Moi, je dis largement encore parce que souvenez-vous, je vous ai dit 3500 euros le prix de vente de chaque rapport technique. Et donc voilà, j'arrive donc à la fin de mon exposé. Je pense que j'ai largement dépassé le temps qu'il faut. Donc voilà, en conclusion, donc les Malgaches ont besoin de vous pour les représenter dans ce business solidaire, équitable. Donc comme je vous ai dit donc dans la première partie qui est Mosaïque. Et là, donc c'est gratuit pour vous. Il vous suffit de devenir membre de l'association Mosaïque Madagascar. Ensuite, vous partagerez donc avec eux les parts. Comme j'ai dit, 40, 60, 40 pour les Malgaches, 60 pour vous. Ça, c'est une chose. Ensuite, mais il faut savoir que préalablement, avant donc qu'on aille vers cette exploitation équitable, il faut et on a aussi besoin d'abord de vous pour démarrer James Mada, c'est-à-dire la valorisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'édition des rapports techniques qu'on va vendre. Donc c'est l'objet de négociation pour le business équitable, c'est-à-dire ces rapports techniques, c'est votre objet qui va, vous allez donc négocier, c'est-à-dire votre structure de vente, c'est avec ce rapport technique que vous avez négocié. Donc, comme je l'ai dit toujours, donc on ne peut pas tout faire, on peut être que complémentaire. Ainsi, je vous demande, donc, chers amis, d'appeler vos collègues, vos amis, vos familles, vos voisins à venir donc contribuer équitablement et solidairement au projet.
Vous avez là donc toujours dans chaque diapo le contact de téléphone ainsi que le mail de contact si vous êtes intéressé par le projet. Évidemment aussi, nous avons le formulaire donc sur papier qui est aussi déjà disponible en même temps et en ligne, lequel vous pourrez aussi tout de suite contribuer, que je vous présenterai donc autrement. Donc voilà, je vous remercie, mesdames et messieurs. À très bientôt pour la suite. Au revoir.